Tu dois t'es à moelle osseuse à tes sœur, a hurlé ma mère après qu'elle a saboté ma carrière. C'est la famille. Je les ai tous regardés. En fait, ce n'est pas ma sœur. Un silence s'est fait dans la pièce alors que je sortais les résultats du test ADN. Je m'appelle Cassandra et j'ai 32 ans. En tant que chercheuse médicale, je pensais que le plus grand défi de ma carrière serait de trouver des remèdes, pas de combattre la trahison de ma propre sœur. Le silence dans cette chambre d'hôpital était assourdissant alors que ma mère me criait ces mots. Amanda avait besoin de moelle osseuse et j'étais la seule compatible. La même Amanda qui avait délibérément saboté mon projet de recherche et détruit ma réputation 6 mois plus tôt. Vous sacrifieriez-vous pour quelqu'un qui a ruiné tout ce pour quoi vous avez travaillé? Avant que je vous raconte comment j'ai révélé la vérité qui a tout changé, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci. En grandissant dans notre maison de banlieue de Boston, je me suis toujours senti comme une étrangère dans ma propre famille. Notre maison était une maison coloniale classique de la Nouvelle-Angleterre avec la parfaite clôture blanche et une pelouse soignée que mon père entretenait tous les dimanches sans faute. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine de classe moyenne idéale. Mais entre ces murs, je vivais dans l'ombre constante de ma sœur, Amanda. Amanda avait 3 ans de plus que moi, avec les mêmes cheveux blonds foncés et les mêmes yeux bleus que nos parents. Elle avait le sourire de notre mère et la posture confiante de notre père. Moi, en revanche, j'avais des cheveux auburn bouclés, des yeux verts et un tempérament plus calme qui me faisait ressortir comme une pièce de puzzle mal assortie sur nos photos de famille. Les différences allaient au-delà des apparences. Chaque étape importante, chaque réussite de ma part semblait pâle en comparaison de celle d'Amanda. Pour mon 8e anniversaire, j'ai eu une célébration modeste avec un gâteau fait maison. Un mois plus tard, le 11e anniversaire d'Amanda a eu droit à une fête organisée par un traiteur professionnel avec un magicien engagé et des sacs cadeaux personnalisés pour chaque invité. Mes parents ont expliqué qu'Amanda était plus sociable et avait besoin de ces expériences pour son développement. Quand j'ai ramené d'excellentes notes en 4e année, mon bulletin a été brièvement reconnu par un hochement de tête et un « bon travail » avant d'être rangé dans un tiroir. Quand Amanda a réussi à passer de notes moyennes à de bonnes notes la même année, nos parents l'ont emmené dîner dans un restaurant spécial et lui ont acheté un nouveau vélo en récompense de son amélioration remarquable. Les matins de Noël suivaient le même schéma. Amanda déballait des montagnes de cadeaux tandis que je recevais des articles pratiques comme des vêtements et des livres. Un Noël particulier, quand j'avais 10 ans, j'ai déballé un microscope d'occasion tandis qu'Amanda recevait un ordinateur flambant neuf. Quand j'ai exprimé ma déception, ma mère m'a prise à part et a chuchoté « Ne sois pas ingrate. Nous dépensons le même montant pour vous deux. Tes affaires coûtent juste moins cher. » Amanda a rapidement appris à utiliser ce favoritisme à son avantage. Elle a maîtrisé l'art de me faire porter le chapeau chaque fois que quelque chose tournait mal dans notre maison. Un vase cassé, des biscuits manquants, une tache sur le tapis, tout devenait ma faute, même quand je n'étais nulle part près de la scène du crime. Et mes parents la croyaient toujours sans poser de questions. L'incident de la robe reste le plus douloureux dans ma mémoire. Quand j'avais 8 ans, ma mère a acheté à Amanda une belle nouvelle robe pour le mariage d'un cousin. La nuit avant l'événement, Amanda a coupé de petits trous dans les coutures parce qu'elle avait décidé qu'elle voulait porter une autre tenue. Le lendemain matin, elle a montré en larmes à nos parents la robe endommagée et a prétendu m'avoir vu jouer avec des ciseaux près de son placard la veille. Malgré mes dénégations en larmes, j'ai été puni pendant 2 semaines. Aucune supplication n'a pu convaincre mes parents que j'étais innocente. Amanda a regardé avec un sourire satisfait alors que j'étais envoyé dans ma chambre en disgrâce. Cette nuit-là, je l'ai entendu rire avec notre mère en bas pendant qu'elle choisissait une robe de remplacement encore plus jolie. Ces expériences m'ont façonné. J'ai appris à être farouchement indépendante, à chercher la validation à travers les réussites scolaires plutôt que l'approbation parentale. Je me suis plongé dans la science, les livres et les documentaires sur la nature tandis qu'Amanda poursuivait la popularité et le statut social. Au moment où je suis arrivé au lycée, nous vivions dans des univers parallèles au sein du même foyer. La seule personne qui semblait me voir pour qui j'étais était ma grand-mère, la mère de ma mère. Pendant les visites d'été chez elle dans le Vermont, je trouvais un bref répit des comparaisons constantes. Elle traitait Amanda et moi sur un pied d'égalité, et parfois je la surprenais à me regarder avec une expression pensive. « Tu as ta propre lumière, Cassandra », m'a-t-elle dit une fois pendant que nous faisions des biscuits. Différente du reste de la famille, mais spéciale quand même. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent en surface. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire alors,
mais ces paroles me sont restées. Un message critique que je ne déchiffrerai que des années plus tard. Le premier signe que quelque chose était vraiment différent à ma place dans la famille est apparu quand j'avais 14 ans. En travaillant sur un projet scolaire sur le patrimoine familial, j'ai cherché dans nos albums de photos de famille des photos de bébés. J'en ai trouvé plein d'Amanda bébés, emmaillotés dans des couvertures d'hôpital, tenues par des parents rayonnants. Mais quand j'ai cherché mes propres photos de nouveau-nés, il n'y en avait aucune. Les premières photos de moi montraient un bébé qui semblait avoir environ 6 mois, déjà assise et attrapant des jouets. Quand j'ai interrogé ma mère sur cette différence, sa réaction a été étonnamment défensive. « Nous étions plus occupés quand tu es arrivé », a-t-elle lancé sèchement, m'arrachant l'album des mains. « Nous n'avions pas le temps de prendre autant de photos. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas », quand j'ai insisté, demandant pourquoi il n'y avait pas de photos de l'hôpital comme Amanda, le visage de ma mère s'est empourpré de colère. « Tu es l'enfant la plus ingrate qui soit. Sais-tu combien d'enfants aimeraient avoir ce que tu as? Un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des parents qui subviennent à tes besoins, et tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre de photos de bébés. Cette famille t'a tout donné, Cassandra. Tout. » Sa crise semblait disproportionnée par rapport à ma simple question. Mais j'ai appris à ne plus poser de questions. Quelque chose ne collait pas. Mais j'étais trop jeune, trop dépendante pour chercher la vérité. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans la planification de ma fuite, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse partir à l'université et construire une vie où je ne me sentirais pas constamment comme une personne de second plan. Le jour où ma lettre d'acceptation de la faculté de médecine de Johns Hopkins est arrivée a été le jour où ma vraie vie a commencé. Non seulement j'avais été accepté, mais j'avais obtenu une bourse d'études complète couvrant les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Mes mains tremblaient en lisant la lettre 3 fois pour m'assurer que ce n'était pas une erreur. C'était mon billet pour la liberté, pour un avenir où mes accomplissements seraient jugés sur leur propre mérite. Je me suis précipité pour partager la nouvelle avec mes parents, espérant sottement que cette réussite pourrait enfin susciter leur enthousiasme. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner pendant que mon père regardait les informations du soir. « J'ai été accepté à Johns Hopkins », ai-je annoncé en brandissant la lettre. Bourse complète. Mon père a levé les yeux brièvement. « C'est à Baltimore, n'est-ce pas? C'est assez loin. » Ma mère a froncé les sourcils. « La faculté de médecine? Ça va être très difficile, Cassandra. Es-tu sûre d'être à la hauteur de ce genre de pression? » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et Amanda est entrée, laissant tomber des sacs de course par terre. « Maman, papa, j'ai des nouvelles incroyables. Ma professeure de stylisme dit que j'ai un vrai talent. Elle pense que je devrais postuler à la Parsons School of Design à New York. » Et voilà, mon moment était passé. Mes parents ont passé le reste de la soirée à discuter de la carrière potentielle d'Amanda dans la mode, à faire des recherches sur Parsons en ligne et à célébrer avec de la glace. Ma lettre d'acceptation est restée oubliée sur le comptoir de la cuisine, finissant par servir de sous-verre pour la tasse de café de mon père. Cet automne-là, j'ai déménagé à Baltimore et je me suis plongé dans mes études avec une détermination sans faille. La faculté de médecine était tout aussi exigeante que tout le monde le disait. Le volume d'informations que nous devions absorber était stupéfiant. J'ai passé d'innombrables nuits à la bibliothèque, alimentées par le café et l'ambition, mémorisant des structures anatomiques, des voies biochimiques et des critères de diagnostic. Tandis que d'autres étudiants se plaignaient de la charge de travail, je m'y épanouissais. Pour la première fois de ma vie, mon travail acharné était reconnu et récompensé pour ses propres mérites. Pas de comparaison, pas de favoritisme, juste la mesure objective de mes connaissances et de mes compétences. C'est au cours de ma 2e année que j'ai rencontré le docteur Eleanor Hay, une brillante hématologue qui est devenue mon mentor et la chose la plus proche d'un parent de soutien que j'ai jamais connu. J'étais resté après son cours sur les maladies sanguines rares pour poser des questions, et une question en a entraîné une autre jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous parlions depuis plus de 2 heures. « Vous avez une intuition naturelle pour la recherche, Cassandra » m'a-t-elle dit. La façon dont vous reliez des informations apparemment sans rapport est rare, même parmi les chercheurs chevronnés. Sous la direction du docteur Hay, j'ai découvert ma passion pour la recherche sur les maladies sanguines rares. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à enquêter sur les maladies au niveau moléculaire, à chercher des schémas et des solutions que d'autres avaient manqué. J'ai terminé major de ma promotion et j'ai publié mon premier article de recherche avant d'obtenir mon diplôme,
une étude de cas sur une forme rare d'anémie qui a été reconnue dans plusieurs revues médicales. Après avoir terminé ma résidence, j'ai été accepté dans un programme de fellowship prestigieux à l'Institut Johnson pour la recherche hématologique à Boston. J'ai hésité brièvement à l'idée de retourner dans la même ville que ma famille, mais l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. L'Institut était à la pointe de la recherche sur les cellules souches et j'aurais accès à des ressources et à une technologie que peu d'autres établissements pouvaient offrir. Ma recherche portait sur le développement de nouvelles thérapies pour la leucémie résistante au traitement à l'aide de cellules souches modifiées. Le travail était révolutionnaire, avec le potentiel de sauver des milliers de vies. Je dirigeais une petite équipe de chercheurs dévoués travaillant sans relâche pour perfectionner notre méthodologie. Mon plus proche collègue était Martin Chen, un brillant généticien à l'humour sec qui est devenu mon meilleur ami et confident. Contrairement à la plupart des gens qui me trouvaient réservé et difficile à cerner, Martin a vu à travers ma carapace protectrice la chercheuse passionnée qui se cachait en dessous. « Tu sais, Cass, a-t-il dit un soir alors que nous analysions des données longtemps après que tout le monde soit parti, tu es la personne la plus dévouée que j'ai jamais rencontrée. Mais parfois, je me demande ce que tu essaies de prouver, et à qui. » Son observation a touché plus près de la vérité que je ne voulais l'admettre. Malgré mon succès professionnel, une partie de moi était toujours cette petite fille cherchant désespérément une validation. La différence était que maintenant, je la gagnais par de véritables accomplissements plutôt qu'en la mendiant auprès de parents indifférents. Au cours de ma 3e année à l'Institut, notre recherche montrait des promesses remarquables. Nous avions développé une nouvelle méthode de modification des cellules souches pour cibler des cellules cancéreuses spécifiques tout en laissant les tissus sains intacts. Le docteur Winters, le directeur de notre département, m'a convoqué dans son bureau un vendredi après-midi. « Cassandra, les résultats de vos derniers essais sont impressionnants », a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. Le conseil d'administration envisage de créer une nouvelle division de recherche axée spécifiquement sur les thérapies cellulaires personnalisées, avec un budget annuel de 2 millions de dollars. Ils veulent que vous la dirigiez. Je l'ai regardé, momentanément sans voix. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, une chance d'étendre mes recherches et de développer potentiellement des traitements qui pourraient changer la norme de soins pour les cancers du sang. L'annonce officielle ne sera pas faite avant un autre mois, a poursuivi le docteur Winters. Mais je voulais que vous sachiez que c'est pratiquement certain. Vous l'avez mérité, Cassandra. En retournant à mon laboratoire, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement un succès professionnel. C'était une justification. J'avais trouvé ma place dans le monde, une communauté qui valorisait mes contributions et reconnaissait ma valeur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vu. Je ne savais pas que ce moment représentait le sommet avant une chute dévastatrice, et que l'architecte de ma ruine serait nul autre que la sœur à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Le lundi matin où Amanda est entrée dans mon laboratoire a commencé comme n'importe quel autre. J'examinais les données de notre dernier essai, complètement absorbé par les résultats prometteurs que nous observions chez des patients atteints de lymphome agressif. Le bruit des talons au claquant sur le carrelage a à peine enregistré jusqu'à ce que Martin s'éclaircisse la gorge. « Cass, quelqu'un est là pour te voir. » J'ai levé les yeux pour voir Amanda debout dans l'embrasure de la porte, l'air de sortir tout droit d'une couverture de magazine de mode. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et sa tenue de créateur coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu ma propre sœur. « Surprise », a-t-elle dit en écartant les bras. « Ta grande sœur est venue te rendre visite. » Cela faisait 5 ans que nous ne nous étions pas parlé, depuis les funérailles de notre grand-mère. Nous avions échangé des politesses tendues avant de prendre des chemins séparés. Maintenant, elle était là, envahissant le seul espace que je m'étais taillé, loin de son ombre. « Amanda », ai-je réussi à dire en posant mes papiers. « C'est inattendu. Comment m'as-tu trouvé ?» Elle a ri. Le même rire musical qui avait toujours charmé nos parents. « Maman m'a dit que tu travaillais dans un grand centre de recherche. J'ai pensé te faire une surprise. On peut déjeuner ensemble ? On a tellement de choses à se rattraper. » J'ai jeté un coup d'œil à Martin, qui a subtilement hoché la tête, m'encourageant à y aller. À contre-cœur, j'ai accepté, attrapant mon manteau et suivant Amanda dans un restaurant chic à proximité. Autour d'un repas élaboré qu'elle a insisté pour commander, Amanda a partagé l'histoire de sa vie depuis notre dernière rencontre. Sa carrière de mannequin à New York s'était essoufflée après quelques années prometteuses. « L'industrie est tellement agiste », s'est-elle plainte.
Une fois que tu as 28 ans, il commence à chercher des visages plus jeunes. Elle avait épousé un riche analyste financier pour divorcer 18 mois plus tard en découvrant qu'il avait une liaison avec son assistante. Classique, n'est-ce pas? Tellement cliché. Elle a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Puis elle s'est penchée en avant, son expression soudainement sérieuse. Écoute, Cassandra, je sais que les choses n'ont pas toujours été géniales entre nous en grandissant. Je n'étais pas la meilleure grande sœur, mais j'ai beaucoup réfléchi, et je veux que nous ayons une vraie relation. Nous sommes des adultes maintenant. On peut dépasser toutes ces histoires d'enfance, n'est-ce pas? Sa sincérité apparente m'a prise au dépourvu. Une partie de moi, celle qui avait toujours aspiré à un lien familial, voulait la croire. L'autre partie, celle qui se souvenait des années de manipulation et de favoritisme, restait sceptique. Mais quand elle a mentionné que notre mère avait demandé de mes nouvelles, la culpabilité m'a poussé à accepter des dîners occasionnels entre sœurs. Au cours des semaines suivantes, Amanda s'est immiscée dans ma vie avec une persistance surprenante. Elle se présentait à mon laboratoire avec du café, insistait pour m'emmener déjeuner et appelait fréquemment pour discuter. Au cours de ces interactions, ses questions se concentraient de plus en plus sur mon travail. « Alors, sur quoi recherches-tu exactement, encore ?» demandait-elle. « Explique-moi comme si j'avais 5 ans. » Au début, j'ai gardé mes explications vagues et simplifiées. Mais Amanda s'est avérée étonnamment douée pour obtenir des détails. Elle semblait sincèrement intéressée, posant des questions perspicaces qui me faisaient penser qu'elle essayait vraiment de comprendre mon monde. Cette thérapie par cellules souches a l'air incroyable, s'est-elle exclamée lors d'un dîner. Comment modifiez-vous les cellules exactement? Quelle est votre sauce secrète? En y repensant, j'aurais dû reconnaître les signaux d'alarme. Son carnet où elle griffonnait des choses quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont elle prenait des photos d'articles de revues laissés ouverts sur mon bureau. Son intérêt soudain pour rencontrer mes collègues. Mais j'étais aveuglé par la nouveauté de voir Amanda sembler réellement intéressée par ma vie et mes réalisations. Le premier avertissement concret est venu de Martin. Il est passé à mon bureau un soir, fermant la porte derrière lui. « Cass, j'ai vu ta sœur prendre un café avec Richard Wells hier. » Mon sang s'est glacé. Le docteur Richard Wells était notre concurrent le plus direct, dirigeant un programme de recherche similaire à l'hôpital général du Massachusetts. Nos laboratoires étaient en compétition pour développer des thérapies efficaces en utilisant des approches légèrement différentes. « Es-tu sûr que c'était elle ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Martin a hoché la tête d'un air sombre. Positif. Ils avaient l'air assez amicaux. Ça pourrait être innocent, mais ce n'était pas innocent. 2 jours plus tard, je suis arrivé au laboratoire pour trouver mon assistante de recherche, Priya, en panique. Un disque de sauvegarde contenant nos dernières données de recherche avait disparu, y compris notre protocole propriétaire de modification cellulaire, la sauce secrète, qui rendait notre thérapie unique et efficace. Nous avons cherché partout, mais il avait disparu sans laisser de traces. J'ai immédiatement suspecté Wells, mais je n'avais aucune preuve de son implication jusqu'à ce que, la semaine suivante, il publie un article annonçant une percée dans le traitement de la leucémie en utilisant une méthode de modification de cellules souches pratiquement identique à celle que mon équipe avait développée. L'Institut a lancé une enquête interne. Les images de sécurité n'ont montré aucun personnel non autorisé entrant dans notre zone de laboratoire. Le soupçon s'est tourné vers l'intérieur, vers quelqu'un ayant un accès légitime. Étant donné que j'avais le plus à perdre du vol de données, je n'étais pas sérieusement considéré comme une suspecte. Mais l'enquête a créé une atmosphère de méfiance qui a empoisonné notre environnement autrefois collaboratif. Puis la bombe est tombée. Les images de sécurité de l'entrée principale du bâtiment montraient Amanda entrant un soir en utilisant ma carte d'accès, que j'avais déclarée perdue et remplacée la semaine précédente. Elle a été enregistrée quittant les lieux 2 heures plus tard avec un grand sac à main qui semblait plus lourd qu'à son arrivée. Confronté à cette preuve, le docteur Winters m'a regardé avec un mélange de sympathie et de déception. « Cassandra, avez-vous donné à votre sœur l'accès au laboratoire ?»« Absolument pas », ai-je insisté. Elle a dû prendre ma carte à mon insu. Le conseil d'administration s'inquiète de votre jugement dans cette affaire, a-t-il dit lourdement. Le poste dont nous avons discuté, dirigeait la nouvelle division de recherche. Il reconsidère. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'échappait à cause de la trahison d'Amanda. Ce soir-là,
je suis allé à son hôtel, exigeant une explication. Quand elle a ouvert la porte, l'acte d'innocence a immédiatement disparu. Son sourire est devenu froid, calculateur, comme un masque qu'on enlève. À quoi t'attendais-tu, Cassandra? Que j'allais rester les bras croisés à te regarder devenir l'histoire à succès de la famille. Le brillant médecin qui sauve des vies pendant que la pauvre Amanda ne peut même pas garder un emploi de mannequin ou un mari? Tu as vendu mes recherches à Wells, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ces protocoles pourraient sauver des vies. Elle a haussé les épaules, sans s'en soucier. Ils le feront toujours, juste avec le nom de Wells dessus au lieu du tien. Il a très bien payé pour ça, d'ailleurs. Pourquoi, ai-je exigé? Pourquoi m'as-tu fait ça? Son expression s'est durcie. Parce que tu as toujours dû être la parfaite, n'est-ce pas? L'intelligente, la spéciale. Maman et papa m'ont peut-être favorisé avec des cadeaux et de l'attention. Mais ils te respectaient. Ils étaient fiers de toi d'une manière qu'ils ne l'ont jamais été de moi. Qui se soucie des défilés de mode d'Amanda quand Cassandra guérit le cancer? Sa voix s'est élevée dans une fausse intonation moqueuse. Je l'ai regardé, voyant enfin la profondeur de son ressentiment. Je n'ai jamais rien eu que tu voulais, Amanda. Tu avais tout. L'amour, le soutien, l'attention. Tout ce que j'avais, c'était mon travail. Et maintenant, tu n'as même plus ça. Elle a souri, un sourire froid et satisfait que je verrai dans mes cauchemars pendant des mois. Qui est la favorite maintenant? J'ai quitté sa chambre d'hôtel en me sentant comme si j'avais été vidé. En quelques semaines, les retombées ont été complètes. Bien que je n'ai pas été licencié, j'ai été retiré de la direction de mon projet de recherche et placé sous étroite surveillance. Ma réputation dans la communauté scientifique a été ternie par des rumeurs de népotisme et de failles de sécurité. Le poste de direction de la nouvelle division a été attribué à un collègue d'un autre département. Mon monde soigneusement construit, l'identité que je m'étais bâtie en tant que chercheuse respectée, gisait en ruine autour de moi. Et le pire, c'est que personne dans ma famille ne croyait qu'Amanda était responsable. Quand j'ai appelé mes parents pour expliquer ce qui s'était passé, ils ont rejeté mes accusations comme de la jalousie et ont suggéré que je suive une thérapie pour ma paranoïa. Une fois de plus, Amanda a été crue sans discussion, tandis que j'étais considérée comme la faiseuse de troubles. Certains schémas, semblait-il, ne changent jamais. Les mois qui ont suivi la trahison d'Amanda ont été les plus sombres de ma vie. Je me déplaçais comme un fantôme, faisant les choses machinalement au travail où j'étais maintenant supervisée comme une stagiaire indigne de confiance plutôt que comme la chercheuse accomplie que j'avais été. Mes collègues évitaient mon regard dans les couloirs, mal à l'aise avec le scandale qui me collait à la peau comme une ombre. La dépression s'est abattue sur moi comme une lourde couverture. J'ai cessé de répondre aux appels, même à ceux de Martin, dont le soutien indéfectible me semblait plus que ce que je méritais. Je me suis remise en question sur tout, me demandant s'il y avait un défaut fondamental en moi qui me rendait indigne de loyauté, même de la part de ma propre sœur. C'est Martin qui a finalement brisé mon isolement, se présentant à mon appartement un samedi matin avec du café et un ultimatum. Tu as deux choix, a-t-il dit en posant le café sur ma table encombrée. Tu peux continuer cette séance d'apitoiement sur soi, qui franchement ne te va pas du tout, ou tu peux te battre. Pas pour ton travail, ni même pour ta réputation, mais pour ta propre tranquillité d'esprit. Comment, ai-je demandé, la voix rauque par manque d'utilisation. Personne ne me croit. Ni le conseil d'administration, ni mes parents. Tout le monde pense que je suis soit incompétente, soit paranoïaque. Alors prouve-leur le contraire, a-t-il dit simplement. Tu es une chercheuse, Cass. Alors, cherche. Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette situation avec ta famille. Tu l'as déjà mentionné. Des petites choses qui n'ont jamais collé. Il est peut-être temps de creuser plus profondément. Ces mots ont touché une corde sensible. Toute ma vie, je m'étais sentie comme une étrangère dans ma propre famille. Et pas seulement à cause du favoritisme. Il y avait des différences physiques, des photos de bébés manquantes, les commentaires cryptiques de ma grand-mère. Et s'il y avait plus à l'histoire que je ne le savais? Mon enquête a commencé par une visite à ma grand-mère à la maison de retraite de Silver Piney. La maladie d'Alzheimer avancée lui avait volé la plupart de ses souvenirs récents. Mais parfois, le passé revenait avec une clarté surprenante. Je l'ai trouvée dans la salle commune, regardant par une fenêtre le jardin au-delà. Grand-mère, c'est Cassandra,
ai-je dit en lui prenant la main fragile. Elle s'est tournée vers moi, les yeux troubles, puis s'est soudainement concentrée. Cassandra, celle aux yeux verts. Elle a levé la main pour toucher mes cheveux bouclés. Pas comme les autres, n'est-ce pas? Non, grand-mère, je ne le suis pas. Te souviens-tu de ma naissance? Elle a froncé les sourcils, la confusion obscurcissant ses traits. Né? Non, pas né. Arrivé plus tard. Ta mère était si triste après le deuxième. Le docteur a dit, plus jamais, mais elle en voulait tellement un autre. Mon cœur a commencé à s'emballer. Le deuxième? Tu veux dire après Amanda? Le garçon. Le petit garçon qui est mort. Sa prise sur ma main s'est resserrée. 3 jours. Les poumons n'allaient pas bien. Ta mère ne pouvait pas le supporter. Puis tu es arrivée, différente, mais toujours à eux, disait-il. Aimez-la de la même façon, disait-il. Avant que je puisse poser d'autres questions, sa lucidité s'est estompée et elle a commencé à parler de sa propre enfance. La conversation que j'avais espérée, perdue dans les brumes de son esprit en déclin. Mais elle m'en avait assez donné, un fil à tirer. Le week-end suivant, je me suis rendu chez mes parents pendant qu'ils assistaient à une réception caritative, utilisant la clé de rechange qu'ils ne savaient pas que j'avais encore. La pièce de rangement du sous-sol contenait des décennies de documents de famille organisés avec la précision caractéristique de ma mère. Actes de naissance, police d'assurance, dossiers médicaux, tout était soigneusement étiqueté et classé. J'ai trouvé facilement l'acte de naissance d'Amanda. L'original avec les noms de mes parents clairement indiqués comme parents biologiques. Mon propre dossier ne contenait qu'une copie certifiée conforme d'un acte de naissance délivré quand j'avais 1 an. Pas le document original. Inhabituel, mais pas une preuve définitive de quoi que ce soit. Puis j'ai trouvé les dossiers médicaux. L'historique obstétrical de ma mère montrait 3 grossesses. Amanda, un fils nommé Michael, décédé peu après la naissance du syndrome de détresse respiratoire, puis plus rien. Aucune trace de grossesse avec moi. Au fond d'une boîte marquée « Assurance », j'ai trouvé une vieille enveloppe des services d'adoption des États de l'Est contenant une correspondance sur une étude de foyer réalisée lorsque mes parents étaient en train d'adopter un enfant. Les lettres étaient datées de l'année précédant ma naissance. Mes mains tremblaient en remettant soigneusement tout à sa place. Je n'étais pas encore prête à affronter mes parents, pas sans plus d'informations. En quittant le quartier, j'ai impulsivement arrêté chez Madame Patterson, une voisine âgée qui vivait à côté de ma famille depuis avant ma naissance. Elle avait toujours été gentille avec moi, me glissant des biscuits quand Amanda ne regardait pas. Madame Patterson m'a accueilli avec une chaleur sincère, s'exclamant sur le fait que j'avais bien grandi et insistant pour que je reste prendre le thé. Assise dans son salon encombré, j'ai soigneusement orienté la conversation vers le passé. Je travaille sur un projet d'histoire familiale, ai-je expliqué. Un demi-mensonge au mieux. J'essaie de combler quelques lacunes sur l'époque où j'étais très jeune. Oh, quelle belle idée, a-t-elle dit en versant du thé dans de délicates tasses. Vos parents doivent être si contents. En fait, ils ne sont pas du genre sentimental. J'espérais que vous vous souviendriez de certaines choses, étant notre voisine depuis si longtemps. Par exemple, vous souvenez-vous de mon retour de l'hôpital quand j'étais bébé? Une ombre passa sur son visage et elle reposa sa tasse de thé avec un léger cliquetis. Cassandra, ma chérie, je ne pense pas que ce soit à moi de. S'il vous plaît, Madame Patterson. Je pense que je sais déjà, mais j'ai besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. Elle a soupiré profondément, ses yeux aimables tristes. Tu avais environ 6 mois quand tu es arrivé. Un si beau bébé avec ses yeux verts remarquables. Tes parents avaient été dévastés après avoir perdu le petit Michael. Les médecins avaient dit à ta mère qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant après cet accouchement difficile. Ils venaient de commencer à se renseigner sur l'adoption quand ils ont été mis en contact avec toi. C'est arrivé très vite, si je me souviens bien. Est-ce que tout le monde savait que j'étais adopté? Au début, oui. Mais en grandissant, tes parents semblaient en parler de moins en moins. Au moment où tu es entré à l'école, je ne pense pas qu'ils en parlaient du tout. J'ai toujours trouvé étrange qu'ils ne te l'aient jamais dit, mais ce n'était pas ma place de dire quoi que ce soit. Et Amanda, le savait-elle? Madame Patterson a hésité. Je ne crois pas. Elle n'avait que 4 ans quand tu es arrivé. Les enfants de cet âge ne comprennent pas toujours ou ne se souviennent pas clairement des choses.
J'ai remercié Madame Patterson pour son honnêteté et je suis parti avec un étrange sentiment de trahison et de soulagement à la fois. Les pièces du puzzle de mon enfance s'assemblaient enfin, expliquant le sentiment subtil mais persistant d'être différente, séparée, inférieure. Mais j'avais besoin d'une preuve irréfutable, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué ou nié. J'ai décidé de faire un test ADN, commandant un kit en ligne qui comparait ma composition génétique à des groupes familiaux établis. Le processus était simple. Un échantillon de salive envoyé à un laboratoire. Des résultats disponibles en 4 à 6 semaines. Ces semaines d'attente ont été à la fois angoissantes et éclaircissantes. J'ai fait les choses machinalement au travail, participé à des dîners de famille obligatoires où la tension était palpable, et attendu la confirmation scientifique de ce que je savais déjà dans mon cœur. Quand l'email est finalement arrivé avec mes résultats, je n'ai pas été surprise. Il n'y avait aucune connexion génétique entre moi et la famille avec laquelle j'avais grandi. Je n'étais définitivement pas biologiquement lié à aucun d'entre eux. La vérité que je soupçonnais depuis des mois était maintenant confirmée par des données froides et dures. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la façon dont cette connaissance m'affecterait émotionnellement. Plutôt que de me sentir plus aliéné, je me suis senti étrangement libéré. Le mystère qui m'avait hanté toute ma vie avait une explication logique. La raison pour laquelle je ne m'étais jamais vraiment intégré n'était pas parce que j'étais fondamentalement indigne d'amour ou défectueuse, mais parce que je venais d'une autre souche. La question était maintenant de savoir quoi faire de cette information. Je n'avais pas encore décidé quand le destin est intervenu sous la forme d'un appel téléphonique désespéré de ma mère. L'appel est arrivé un mardi soir alors que j'examinais des articles de revue à ma table de cuisine, encore en train de digérer les résultats du test ADN que j'avais reçu quelques jours plus tôt. Le nom de ma mère clignotant sur l'écran de mon téléphone était assez inhabituel pour me faire hésiter. Nous ne nous étions pas parlé depuis notre dispute sur le rôle d'Amanda dans ma chute professionnelle. « Allô » ai-je répondu avec prudence. « Cassandra. » La voix de ma mère semblait étrange, tendue d'émotion. « Tu dois venir à l'hôpital général du Massachusetts tout de suite. C'est Amanda. Elle est très malade. » Ma première pensée a été que c'était une manipulation élaborée, un autre des stratagèmes d'Amanda. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une leucémie myéloïde aiguë. L'ironie ne m'a pas échappé. La maladie même pour laquelle je cherchais des traitements avait maintenant frappé ma sœur. C'est agressif, Cassandra. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse le plus tôt possible. J'ai ressenti une vague complexe d'émotions. Le choc, une lueur honteuse de justification rapidement remplacée par la culpabilité. Et sous tout cela, une véritable inquiétude. Malgré tout, je ne voulais pas qu'Amanda souffre. Je serai là dans 1 heure, ai-je dit, attrapant déjà mon manteau. L'étage d'oncologie du Mass Général m'était douloureusement familier après des années de recherche. L'odeur d'antiseptique, les voix basses, le courant sous-jacent de peur, tout cela était la toile de fond de mon travail. Mais les vivre en tant que membre de la famille plutôt qu'en tant que médecin leur donnait une nouvelle dimension troublante. Mes parents étaient dans la salle d'attente, mon père faisant les 100 pas tandis que ma mère était assise avec raideur sur une chaise en plastique. Ils semblaient tous les deux plus âgés que dans mes souvenirs, usés par l'inquiétude. Ma mère s'est levée en me voyant, le soulagement évident sur son visage. « Merci d'être venu » a-t-elle dit, comme si elle était surprise que je me présente pour la crise médicale de ma propre sœur. Le médecin sera bientôt là pour tout expliquer. Le docteur Patel était une femme menue aux yeux bienveillants et au ton direct typique des oncologues qui ont appris que la clarté est une forme de bonté lorsqu'on annonce des nouvelles difficiles. Elle nous a conduits dans une petite salle de consultation et a expliqué en détail l'état d'Amanda. La leucémie progresse de manière agressive. Nous avons commencé la chimiothérapie, mais étant donné les marqueurs génétiques spécifiques de son cancer, une greffe de moelle osseuse représente sa meilleure chance de survie à long terme. Elle nous a regardés chacun à notre tour. Nous devrons tester les membres de la famille pour la compatibilité. Les frères et sœurs offrent souvent la meilleure correspondance. Mes parents ont immédiatement accepté d'être testés, bien que le docteur Patel ait gentiment expliqué que les parents étaient rarement des correspondances parfaites. Le meilleur espoir est généralement un frère ou une sœur, a-t-elle dit en se tournant vers moi avec attente dans les yeux. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. L'ironie de la situation était presque trop forte. J'avais passé des années à chercher des traitements pour les cancers du sang pour que ma sœur soit diagnostiquée avec l'un d'eux. Et maintenant, moi, la sœur dont elle avait saboté la carrière, je pourrais être son seul espoir de survie.
La chambre d'hôpital d'Amanda était sombre, les stores tirés contre le soleil de l'après-midi. Elle avait l'air étonnamment différente de la femme soignée et confiante qui était entrée dans mon laboratoire des mois plus tôt. Ses cheveux autrefois brillants avaient déjà commencé à s'éclaircir à cause de la chimiothérapie. Son teint était cireux et elle avait perdu un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. La voir si diminuée m'a choqué plus que je ne l'aurais cru. Ses yeux se sont ouverts en battant des cils alors que je m'approchais du lit. « Cassandra » a-t-elle chuchoté, sa voix faible. « Tu es venue ?»« Bien sûr que je suis venue » ai-je répondu automatiquement, prenant la chaise à côté de son lit. Qu'aurais-je pu dire d'autre ? « Je dois te dire quelque chose » a-t-elle dit, luttant pour se redresser légèrement. « À propos de tes recherches. Je les ai prises. Je les ai données à Wells. J'étais jalouse et je voulais te faire du mal. » Les larmes ont rempli ses yeux. « Et maintenant, j'ai exactement la maladie que tu essayais de guérir. Le karma, c'est quelque chose, n'est-ce pas ? » Je ne savais pas comment répondre à sa confession. Une partie de moi appréciait son honnêteté, tandis qu'une autre se demandait si ce n'était pas juste une autre manipulation, un repentir sur le lit de mort conçu pour gagner ma sympathie et, plus important encore, ma moelle osseuse. « On en parlera plus tard » ai-je finalement dit. « Tu dois te concentrer sur ta guérison maintenant. » Le processus de test a été rapide. Une simple prise de sang pour déterminer la compatibilité. Pendant que nous attendions les résultats, la pression a commencé à monter. Mes parents ont élu domicile à l'hôpital, ma mère quittant à peine le chevet d'Amanda. La famille élargie a commencé à arriver. Tantes, oncles, cousins, tous se ralliant autour d'Amanda avec de la nourriture, des fleurs et un soutien émotionnel. Plusieurs d'entre eux m'ont acculé dans la cafétéria de l'hôpital un soir. « Tu feras le don si tu es compatible, n'est-ce pas ?» a demandé ma tante Patricia, comme s'il ne pouvait y avoir de question. Amanda t'a toujours admiré. Non, cette réécriture flagrante de notre histoire était stupéfiante, mais j'ai simplement hoché la tête et me suis échappé dans la relative intimité du jardin de l'hôpital. Là, Martin m'a trouvé, étant venu dès que je lui ai envoyé un texto sur la situation. « Tu connais les résultats du test ADN » a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi sur un banc de pierre. « Vous n'êtes pas biologiquement apparentés. Les chances que tu sois compatible sont les mêmes que n'importe quelle personne au hasard dans la rue. »« Je sais » ai-je dit. « Mais si je suis compatible ? Qu'est-ce qui se passe alors ? » ?»« Alors tu as un choix à faire » a-t-il répondu. « Et ça doit être ton choix, Cass. Pas dicté par la culpabilité ou l'obligation. » Le lendemain, le docteur Patel nous a convoqués, mes parents et moi, dans la salle de consultation à nouveau. Mon père et ma mère n'étaient pas compatibles, comme prévu. Puis elle s'est tournée vers moi. « Cassandra, vos résultats indiquent que vous êtes une correspondante potentielle. Pas parfaite, mais assez proche pour que nous pensions qu'une greffe pourrait réussir. » Ma mère a éclaté en sanglots de soulagement tandis que mon père a posé une main lourde sur mon épaule. « Dieu merci » a-t-il dit. « Quand pouvons-nous programmer l'intervention ? » Attendez. Le docteur Patel a levé une main. Le don de moelle osseuse est une procédure sérieuse. Cassandra doit comprendre ce que cela implique et prendre sa propre décision. Elle s'est tournée vers moi. Nous devrons prélever des cellules souches de votre moelle osseuse, très probablement de votre os iliaque. Cela nécessite une anesthésie et comporte certains risques, bien qu'ils soient relativement mineurs. La récupération prend environ 2 semaines avec quelques douleurs et inconfort. Mais elle le fera, bien sûr, a interrompu ma mère. C'est sa sœur. J'ai ressenti un besoin soudain et irrésistible d'espace. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit en me levant brusquement. Je vous ferai part de ma décision demain. Ma mère m'a suivi dans le couloir, son expression incrédule. Qu'y a-t-il à réfléchir ? C'est de la vie d'Amanda dont nous parlons. Je comprends ça, ai-je dit en gardant ma voix calme. Mais je dois considérer cela attentivement. Considérer quoi ? Que tu pourrais être trop occupé pour sauver la vie de ta sœur ? Sa voix s'est élevée brusquement. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. J'ai presque ri de l'absurdité de cette déclaration. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, exactement, maman ? À part me mentir toute ma vie. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. De quoi parles-tu ? Je sais que je suis adoptée, ai-je dit, les mots semblant étranges dans ma bouche bien que je connaisse la vérité depuis des semaines maintenant.
Je sais que je ne suis biologiquement apparenté à aucun d'entre vous. Elle a pâli visiblement. Qui t'a dit ça? Personne n'a eu à me le dire. Je l'ai compris et je l'ai confirmé avec un test ADN. Alliez-vous jamais me dire la vérité? Elle s'est rapidement remise, son choc se transformant en indignation vertueuse. Ça ne change rien. Nous t'avons élevé. Nous sommes ta famille et la famille s'entraide. J'aiderai, ai-je dit avec précaution. Je peux payer pour une recherche dans le registre national de la moelle osseuse. Il y a des milliers de donneurs potentiels. L'un d'eux pourrait être une correspondance encore meilleure que moi. Nous ne voulons pas de ton argent, a-t-elle lancé. Nous voulons que tu fasses ce qui est juste. Tu dois ça à ta sœur. Je vous donnerai ma réponse demain, ai-je répété, me détournant avant qu'elle ne puisse voir les larmes menaçant de couler. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, retournant tous les angles de ma situation impossible. Si je refusais de donner, Amanda pourrait mourir, et je porterais ce fardeau pour toujours. Si j'acceptais, je sauverais la vie de quelqu'un qui avait délibérément essayé de détruire la mienne, renforçant un schéma de toute une vie de mettre les besoins d'Amanda avant les miens. Au matin, je n'avais toujours pas décidé. Mais en entrant à l'hôpital, je savais que la confrontation que j'avais évitée pendant des décennies ne pouvait plus être reportée. Il était temps que la vérité, toute la vérité, éclate enfin. La salle d'attente de l'hôpital s'était transformée en un rassemblement familial improvisé à mon arrivée. Mon père se tenait près de la fenêtre, sa grande silhouette se découpant contre la lumière du matin, en pleine conversation avec mon oncle Robert. Ma mère était assise, entourée de ses sœurs, toutes parlant à voix basse, des conversations qui ont cessé immédiatement à mon entrée. Deux de mes cousines occupaient des chaises dans un coin, faisant défiler leur téléphone avec l'intérêt détaché de personnes enrôlées dans une crise familiale. Au centre de tout cela se trouvait Amanda, assise dans un fauteuil roulant. La chimiothérapie avait laissé des traces visibles. Sa peau avait une teinte grisâtre et un foulard coloré couvrait ses cheveux clairsemés. Malgré son état affaibli, elle parvenait à projeter une vulnérabilité qui attirait tous les regards et la sympathie. Ma mère s'est levée immédiatement en me voyant. « Cassandra, nous t'attendions. As-tu pris ta décision ?» Toutes les conversations se sont arrêtées. Chaque personne dans cette pièce s'est tournée pour me regarder, leurs expressions allant de l'attente au jugement à peine dissimulé. Le poids de leur regard collectif était suffocant. « J'aimerais vous parler à tous, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais, à propos du don de moelle osseuse et de quelques autres questions. » Mon père a froncé les sourcils. « Quelles autres questions ? Amanda n'a pas de temps pour les distractions, Cassandra. Elle a besoin d'une réponse pour la greffe. C'est pertinent, ai-je insisté. Et ça ne prendra pas longtemps. À contre-cœur, ils se sont arrangés dans la salle d'attente. Un jury assemblé pour entendre ma cause. Le fauteuil roulant d'Amanda était positionné au centre, la place d'honneur qu'elle avait toujours occupée dans notre dynamique familiale. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. J'ai réfléchi à ce que signifie être une famille, ai-je commencé, aux obligations et aux loyautés, aux vérités et aux mensonges. Cassandra, m'a interrompu ma mère. S'il s'agit de ton adoption, nous pourrons en discuter plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la santé d'Amanda. Un murmure a parcouru la pièce. De toute évidence, tout le monde n'était pas au courant de ce secret de famille particulier. Tu es adoptée, a demandé Amanda, sa voix faible mais ses yeux vifs d'intérêt. Depuis quand ? Depuis ma naissance, ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. Quelque chose que nos parents n'ont jamais pris la peine de nous dire à aucune de nous deux. Mon père s'est avancé, les mains levées pour apaiser. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion. Amanda se bat pour sa vie, et tu ramènes une vieille histoire. Ce n'est pas une vieille histoire pour moi, ai-je rétorqué. C'est ma vie, mon identité, et c'est directement pertinent pour le don de moelle osseuse. Comment, a exigé ma mère. Comment est-ce pertinent ? Tu es compatible. C'est tout ce qui compte. En fait, je ne suis qu'une correspondante partielle, ce qui est statistiquement inhabituel pour des frères et sœurs. Maintenant, je comprends pourquoi. Je me suis tourné pour faire face à toute la famille. J'ai fait un test ADN récemment. Il a confirmé ce que je soupçonnais depuis un certain temps maintenant. Je ne suis biologiquement apparenté à aucun d'entre vous. Le silence qui a suivi a été assourdissant.
Les yeux d'Amanda se sont agrandis et elle s'est tournée vers nos parents pour obtenir une confirmation ou un démenti. Ma mère s'est rétablie la première. Le test ADN ne change rien au fait que tu fais partie de cette famille, Cassandra. Nous t'avons élevé. Nous avons subvenu à tes besoins. Nous t'avons tout donné. Vraiment, ai-je demandé doucement. Ou avez-vous constamment favorisé Amanda tout en me traitant comme une étrangère? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je me suis plongé dans les études et que j'ai déménagé à l'autre bout du pays pour l'université? Pourquoi je rentrais rarement à la maison pour les vacances? Pourquoi j'ai construit toute ma vie et mon identité autour de réalisations qui n'avaient rien à voir avec cette famille? Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous vous avons aimés toutes les deux de la même manière. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit, les mots libérant des décennies de blessures refoulées. Amanda a eu l'amour, l'attention, le bénéfice du doute. J'ai eu une approbation conditionnelle quand j'ai accompli quelque chose que vous ne pouviez pas ignorer, et des critiques ou de l'indifférence le reste du temps. C'est ridicule, a lancé ma mère. Nous ne sommes pas ici pour ressasser tes griefs d'enfance. Nous sommes ici parce qu'Amanda a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et tu es la seule compatible. C'est l'essentiel. Tu dois ta moelle osseuse à ta sœur, a-t-elle poursuivi, sa voix montant jusqu'à un cri qui a attiré les regards inquiets d'une infirmière de passage. C'est la famille. La pièce est redevenue silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. J'ai pris dans mon sac le dossier contenant les résultats de mon test ADN. En fait, ai-je dit, la voix stable, ce n'est pas ma sœur. J'ai tendu le dossier à mon père, dont les mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Amanda s'est penchée en avant dans son fauteuil roulant, essayant de voir les documents. Qu'est-ce que ça dit? A-t-elle exigé. Ça dit que Cassandra n'a aucune relation génétique avec notre famille, a répondu mon père, sa voix creuse. 0% d'ADN partagé avec l'un de nous. Et vous ne me l'avez jamais dit? Amanda s'est tournée vers nos parents, son expression incrédule. Toutes ces années, vous m'avez laissé croire qu'elle était ma sœur biologique. Nous voulions que vous vous sentiez toutes les deux comme de vraies sœurs, a insisté ma mère. La biologie n'a pas d'importance. La famille, c'est plus que l'ADN. Si la famille, c'est plus que l'ADN, ai-je dit, alors pourquoi nous avez-vous toujours traités si différemment? Pourquoi Amanda a-t-elle toujours été la favorite, toujours crue, toujours au centre de l'attention, tandis que j'étais une personne de second plan? Ce n'est pas vrai, a commencé mon père, mais la protestation semblait faible même à ses propres oreilles. C'est vrai, ai-je insisté. Quand Amanda a délibérément saboté mon projet de recherche et détruit ma carrière, vous avez refusé de me croire. Vous avez suggéré que j'avais besoin d'une thérapie pour paranoïa, même après qu'elle vient de m'avouer qu'elle l'avait fait. Elle a fait quoi? Mon oncle Robert avait l'air choqué. Ce drame familial particulier n'avait pas encore atteint la vigne familiale élargie. Amanda a eu la décence d'avoir l'air honteuse. J'ai bien pris ses recherches, a-t-elle admis doucement. J'étais jalouse. Cassandra obtenait enfin de la reconnaissance, devenant la personne qui réussissait. Je ne pouvais pas le supporter. Le visage de ma mère s'est empourpré de colère et de honte. C'est entre vous deux. Ça n'a rien à voir avec cette situation médicale. Ça a tout à voir avec ça, ai-je rétorqué. Vous me demandez de subir une procédure douloureuse et invasive pour quelqu'un qui a délibérément essayé de détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Quelqu'un qui ne m'a jamais montré la moindre loyauté ou gentillesse. Et vous utilisez la famille comme justification alors que vous avez passé toute ma vie à me traiter comme moins que de la famille. Amanda pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues pâles. Je ne savais pas que tu étais adopté, a-t-elle dit. Ils ne me l'ont jamais dit. Est-ce que ça aurait fait une différence, lui ai-je demandé directement. M'aurais-tu mieux traité si tu avais su que je n'étais pas ta sœur biologique? Elle a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux, ce qui était une réponse suffisante. Je pense qu'il est temps pour un peu d'honnêteté dans cette famille, ai-je dit en ramassant mon sac. Je ne refuse pas d'aider Amanda. J'ai déjà contacté le registre national de la moelle osseuse et j'ai proposé de payer pour une recherche élargie. Il y a des milliers de donneurs potentiels là-bas et l'un d'eux pourrait être une correspondance encore meilleure que moi. Mais s'il n'y a pas le temps, a exigé ma mère. Et si la recherche prend trop de temps? Alors je reconsidérerai, ai-je dit. Mais d'abord, je veux explorer toutes les autres options. Des options qui ne m'impliquent pas de me sacrifier pour une famille qui ne s'est jamais sacrifiée pour moi.
Comment peux-tu être si froide, a interjeté ma tante Patricia. C'est de la vie d'Amanda dont nous parlons. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. La même Amanda qui ne s'est pas souciée de ma vie, de ma carrière, de mon avenir quand elle a volé mes recherches. La même Amanda qui a été favorisée et protégée par cette famille à mes dépens pendant 32 ans. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté, regardant en arrière le tableau de visages choqués et en colère. Je vous tiendrai au courant de la recherche du registre, mais pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de distance de vous tous. En sortant de cette salle d'attente, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. La famille que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire, à laquelle j'avais essayé d'appartenir, n'avait jamais été vraiment la mienne. La révélation était à la fois douloureuse et libératrice. Pour la première fois, je faisais un choix basé uniquement sur ce qui était juste pour moi, pas sur l'approbation que j'avais passé une vie à chercher. 6 mois peuvent tout changer. Les saisons avaient tourné 2 fois depuis cette confrontation dans la salle d'attente de l'hôpital. L'été s'effaçant pour l'automne, puis l'hiver cédant à contre-cœur au printemps. Assise dans un petit café à Portland, en Oregon, regardant les gouttes de pluie tracer des motifs sur la fenêtre, j'ai réfléchi à la transformation complète de ma vie en si peu de temps. Après m'être éloigné de ma famille, je m'étais lancé dans 2 quêtes parallèles, aider Amanda à trouver un donneur de moelle osseuse par le biais du registre national et chercher mes propres racines biologiques. La première tâche s'est avérée étonnamment simple. Avec les ressources financières que j'ai fournies, le registre a élargi sa recherche et a identifié 3 donneurs potentiels en quelques semaines. L'un d'eux, un étudiant de l'Université du Minnesota, s'est avéré être une excellente correspondance, meilleure que je ne l'aurais été. La deuxième quête m'a mené ici, dans ce coin pluvieux du nord-ouest du Pacifique, en attendant de rencontrer la femme qui m'avait donné naissance il y a 32 ans. Elle s'appelait Catherine Collins. Après avoir engagé un spécialiste des retrouvailles d'adoption, je l'avais localisée en quelques mois. Notre premier contact a été par email, puis un appel téléphonique hésitant où nous avons toutes les deux eu du mal à trouver des mots adéquats pour le moment. Maintenant, après des semaines de correspondance, nous avions convenu de nous rencontrer en personne. La cloche au-dessus de la porte du café a sonné, et j'ai su immédiatement que c'était elle. Les cheveux auburn bouclés, maintenant parsemés d'argent. Les yeux versis semblables aux miens. Le sourire hésitant alors qu'elle balayait la pièce du regard et me trouvait dans le coin. Voir ma mère biologique pour la première fois, c'était comme regarder un aperçu de mon propre avenir. À la fois familier et étrange. « Cassandra » a-t-elle demandé en s'approchant de ma table. Je me suis levé, soudain incertaine du protocole pour ce moment sans précédent. Se serrer la main, s'embrasser ? Simplement hocher la tête en reconnaissance de notre génétique partagée. Catherine a résolu le dilemme en touchant doucement mon bras, un geste qui reconnaissait notre lien sans trop présumer. « Tu ressembles tellement à ma mère », a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Ses yeux, c'est de la pure génétique Collins. Au cours des heures suivantes, Catherine a comblé les blancs de mon histoire d'origine. Elle était une étudiante de 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Le père, un autre étudiant, ne voulait rien savoir de la paternité. Sans soutien familial et sans ressources financières, elle avait pris la décision déchirante de me faire adopter. Je voulais que tu aies la stabilité, les opportunités que je ne pouvais pas offrir, a-t-elle expliqué en tordant une serviette entre ses doigts. Mais il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à toi. Me demandant qui tu devenais. Nous avons découvert des traits communs au-delà de notre ressemblance physique. Un amour pour la science, Catherine était professeure de biologie au lycée, une approche analytique des problèmes, même la même habitude de mettre nos cheveux derrière notre oreille gauche en nous concentrant. La nature s'était affirmée malgré l'absence d'éducation. Rencontrer Catherine n'était qu'une partie de mon parcours de guérison. L'autre élément crucial était la thérapie, que j'avais finalement commencé après des années à l'éviter. Le docteur Sophia Chen m'a aidé à traiter non seulement les révélations récentes, mais aussi la vie entière de messages subtils et moins subtils qui avaient érodé mon estime de soi. Ce que votre famille adoptive a fait, en ne vous donnant aucune connaissance de vos origines, a été profondément dommageable, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Mais le schéma de favoritisme et de mépris était tout aussi dommageable. Vous avez internalisé le message que vous étiez moins précieuse, moins digne d'amour et d'attention. Progressivement, j'ai commencé à reconstruire mon sentiment d'identité, séparant qui j'étais vraiment de la personne que j'avais construite pour obtenir l'approbation de ma famille adoptive. J'ai découvert des parties de moi qui avaient été réprimées pendant des années, un sens de l'humour sec, un amour pour la peinture,
une capacité à fixer des limites sans culpabilité. Sur le plan professionnel, ma vie a également pris un tournant inattendu. Le docteur Eleanor Hay, mon mentor de la faculté de médecine, m'a contacté après avoir entendu parler de ma situation par des canaux professionnels. Elle venait d'accepter un poste de directrice d'un nouvel institut de recherche en hématologie à Seattle et m'a offert un poste de chercheuse principale. « Votre travail a toujours été brillant, Cassandra », a-t-elle dit lors de notre appel vidéo. Ce qui s'est passé chez Johnson n'était pas de votre faute, et la communauté scientifique le sait. La prétendue percée de Wells n'a pas produit les résultats qu'il avait promis. Tandis que votre approche originale est toujours considérée comme la voie la plus prometteuse. J'ai accepté le poste et j'ai déménagé à Seattle, à quelques heures de route de Catherine. L'Institut m'a fourni des ressources et une autonomie que je n'avais jamais connue chez Johnson, ainsi que des collègues qui respectaient mon expertise et valorisaient mes contributions. Martin a également déménagé dans l'Ouest, acceptant un poste au département de génétique. Notre amitié s'était approfondie à travers la crise familiale et, dans le nouveau départ de Seattle, elle a commencé à évoluer vers quelque chose de plus. Passer de l'amitié à une relation amoureuse était effrayant après tant de déceptions relationnelles. Mais la présence constante et le soutien indéfectible de Martin ont fait que le risque semblait en valoir la peine. Quant à Amanda, la greffe de moelle osseuse avait réussi. Selon des mises à jour occasionnelles de membres de la famille élargie, elle était en rémission et se rétablissait bien. Mes parents m'avaient contacté plusieurs fois, leurs messages oscillant entre des excuses empreintes de culpabilité et des tentatives subtiles de rétablir l'ancienne dynamique. J'ai répondu poliment, mais j'ai maintenu des limites fermes, ne voulant pas être entraîné à nouveau dans des schémas qui avaient causé tant de dommages. Puis, 6 mois après notre confrontation, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère adoptive. « Cassandra » a-t-elle commencé, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. « J'appelle pour m'excuser. Vraiment m'excuser, pas seulement dire les mots. » Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre lutter pour garder son sang-froid. « Nous t'avons fait un terrible tort en ne te disant pas la vérité sur ton adoption, et tu avais raison sur la façon dont nous te traitions par rapport à Amanda. J'ai parlé à un thérapeute, essayant de comprendre pourquoi nous avons fait ça. » « Pourquoi l'avez-vous fait » ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Je pense, » a-t-elle hésité, « je pense qu'après avoir perdu Michael, j'avais peur d'aimer un autre enfant aussi complètement. Adopter semblait plus sûr, en quelque sorte, comme si je gardais une certaine distance émotionnelle. Ça ne ferait pas aussi mal si quelque chose t'arrivait aussi. Amanda était déjà là, déjà aimée. Tu étais nouvelle, inconnue. Mais ce n'est pas une excuse pour la façon dont nous t'avons traité. Absolument pas, ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était honnête d'une manière que ma mère n'avait jamais été avec moi auparavant. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, naviguant à travers des décennies de blessures et de malentendus. À la fin, nous avions convenu d'avancer avec prudence, reconstruisant notre relation sur de nouvelles bases, plus honnêtes. Des conversations similaires ont suivi avec mon père et finalement avec Amanda elle-même. Ces discussions ont été douloureuses, parfois animées, mais finalement cathartiques. Nous ne serions jamais la famille soudée dépeinte dans les films de vacances, mais nous pourrions peut-être forger des liens basés sur la vérité plutôt que sur la prétention. L'expérience m'a appris des leçons profondes sur le vrai sens de la famille. La biologie crée des liens, mais l'amour, le respect et l'honnêteté sont ceux qui transforment ces liens en relations significatives. Mes collègues de l'Institut de recherche, Martin, Catherine, même le docteur Chen, m'avaient montré plus de soins et de soutien sincère que les personnes qui m'avaient élevé. Je ne me sentais plus obligé de gagner ma place dans le monde par la seule réussite. Ma valeur n'était pas déterminée par mon utilité pour les autres ou par ce que je pouvais accomplir. J'apprenais lentement mais sûrement que je méritais l'amour et le respect simplement pour être qui j'étais. 1 an après la confrontation à l'hôpital, je me tenais sur une estrade à la Conférence nationale sur les droits des adoptés, partageant mon histoire avec un public de personnes adoptées, de parents adoptifs et de groupes de défense. Regardant les visages attentifs, j'ai conclu mon discours avec la prise de conscience qui m'avait finalement apporté la paix. La famille n'est pas définie par le sang dans nos veines ou le nom sur notre acte de naissance. La vraie famille se construit par l'amour, l'honnêteté et le respect mutuel. Parfois, nous trouvons cette famille dans des endroits inattendus, avec des gens qui nous voient clairement et nous apprécient complètement. Et parfois, le membre de la famille le plus important avec qui nous devons renouer est nous-mêmes, le moi authentique qui a peut-être été enfoui sous des années à essayer d'appartenir là où nous n'avons jamais été pleinement acceptés. Les applaudissements qui ont suivi ont été chaleureux et affirmatifs.
Mais les conversations qui ont eu lieu après, avec des personnes ayant vécu des parcours similaires, ont été encore plus significatives. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vue et comprise, faisant partie d'une communauté où mon expérience était valorisée plutôt que rejetée. En continuant à construire ma nouvelle vie, je réfléchis souvent au curieux coup du sort qui m'a mené ici. Si Amanda ne m'avait pas trahi, si elle n'était pas tombée malade, si je n'avais pas découvert mon adoption, je vivrais peut-être encore une demi-vie, cherchant éternellement l'approbation de personnes incapables de la donner librement. Parfois, les ruptures les plus douloureuses créent des ouvertures pour les guérisons les plus profondes. Et vous? Avez-vous déjà découvert une vérité sur vous-même ou votre famille qui a tout changé? La trahison vous a-t-elle déjà conduit à une croissance inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la famille est quelque chose que nous pouvons choisir et créer, pas seulement quelque chose dans lequel nous sommes nés. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous que parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux plus belles destinations.